Cette cinquième station va nous introduire dans le service le plus délicat et le plus utile de la Société des gens de lettres, le service social. En échange des commissions que nous percevions sur les droits d'auteur, les auteurs étaient protégés, qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas d'ailleurs, par un service social confié à des professionnels. Dès l'origine, il y a eu des aides aux auteurs. Ces aides, la façon la plus simple, ce sont des avances sur droits d'auteur, puisque nous percevons des droits d'auteur. Et effectivement, lorsque un auteur est en activité, souvent le paiement par les éditeurs peut prendre quelques mois, années, et entre deux, la Société des gens de lettres peut faire une avance. Voici une lettre de Baudelaire demandant une avance sur des droits d'auteur de contes à paraître. Que va vous lire Françoise? Lundi 23 février 1852. Monsieur le Président, j'ai l'honneur d'adresser au comité la demande d'une avance de 60 francs. Il m'est pénible d'être obligé de dire que c'est un chiffre vrai. Je ne crois pas que ma situation soit mauvaise. Je dois 42 francs qui seront acquittés par la nouvelle que je vous adresse avec pleine confiance. Et quant aux 60 francs que je vous prie de me faire accorder, ils seront soldés dans les mois suivants par la reproduction probable de feuilletons qui doivent paraître au País ou tout autrement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments respectueux, votre dévoué confrère, Charles Baudelaire. Une telle démarche est toujours difficile et pénible pour un auteur, mais nous avons des services sociaux et compétents et discrets. Il s'agit ici effectivement d'une demande d'avance sur droit d'auteur, et effectivement dans le pays vont paraître les contes, la traduction des contes de Poe à laquelle travaille Baudelaire à cette époque. Mais que se passe-t-il lorsque les auteurs produisent moins? Une carrière d'auteur a toujours des hauts et des bas. Lorsque un auteur vieillit, est malade, ou tout simplement n'est pas membre de la Société des gens de lettres. Nous n'abandonnons jamais un auteur dans le besoin. Vous avez ici une lettre de Georges Lecomte qui demande une aide pour une poétesse qui a vraiment du mal à s'en sortir, mais qui n'est pas membre de la Société des gens de lettres. Lorsque un personnage de l'ampleur de Georges Comte, qui était 13 fois président de la Société des gens de lettres et qui est une de nos grandes figures, lorsqu'il y a une demande d'un membre du comité ou d'un auteur important, il n'y a aucun problème pour accorder des aides à des écrivains qui ne sont pas membres, le cas échéant. L'aide, ça peut être une somme d'argent, ça peut être un prix aussi, parce que les prix de la Société des gens de lettres, à certaines époques, ont pu prendre en compte le besoin d'un auteur. Aujourd'hui, ce sont de grands prix que nous remettons et seule la qualité est envisageable. Mais les prix ont pu servir aussi à l'action sociale dans ces années 1920-1930. L'aide, ça peut être aussi une aide beaucoup plus concrète. Vous savez que la protection sociale en France date de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et pour les écrivains, date des années 1970, la création de la GESA est très tardive. Et pour cela, dès l'origine, la Société des gens de lettres a développé un service un service médical. Il y avait une trentaine de médecins, il y avait une quarantaine de pharmaciens, il y a eu des dentistes qui pouvaient soigner gratuitement les membres à la demande d'un membre du comité, à la demande du comité. Donc un service social développé dans tous les domaines. Même chose pour les retraites. La retraite n'existait pas pour les écrivains, ni d'ailleurs pour l'ensemble de la société avant les lois sociales de l'après-guerre. La retraite des écrivains est notre acquis le plus récent. La retraite complémentaire, on l'a eu à partir de 2005. On a commencé à cotiser à partir de 2005. Donc la Société de gens de lettres a longtemps versé aussi des retraites, des pensions à ces écrivains, ces sociétaires. Et on pouvait avoir le même système, des demandes d'avance sur les pensions.
Nous avons ici une lettre d'une pensionnaire qui était à l'époque une dame de grande société, du beau monde, mais qui, durant la guerre de 1914-18, avait beaucoup de mal à aller au bout du mois et qui demandait de temps en temps une avance à sa retraite de la Société des gens de lettres. Tout cela donc était au départ financé par les cotisations et par les commissions que l'on prenait sur le reversement de droits d'auteur. Après 1981, lorsque nous ne sommes plus société de gestion de droits d'auteur, il faut d'autres fonds. Alors, il y a des subventions qui existent pour aider les auteurs. Il y a surtout, pendant 150 ans, des auteurs qui ont fait confiance à la Société des gens de lettres et qui ont légué leurs biens, leurs droits d'auteur à la Société des gens de lettres pour aider les écrivains dans le besoin. C'est toujours un plaisir de rappeler la mémoire de ces donateurs, grâce à qui nous avons pu continuer à exister. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler un petit peu de Tite Monnier, Mathilde Monnier. Tite Monnier qui était un écrivain à succès dans les années 1940-1960, qui, grâce à sa saga notamment des Michel, c'était une femme de caractère, féministe, et qui avait la plume parfois un peu acerbe. Je l'évoquerai ici par deux documents un peu curieux. L'arbre généalogique qu'elle dressait de ses personnages. Ah oui, avant l'informatique, il était parfois difficile de se retrouver avec les personnages de romans feuilletons. Et donc, elle dressait des arbres généalogiques de ces personnages. Et puis, comme elle l'était d'un tempérament solide, mais d'une santé fragile, elle avait des périodes un peu de doute, mais ces périodes de doute étaient toujours relevées par une certaine ironie, notamment dans cet emploi du temps que Françoise a voulu lire et qu'elle a rédigé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Emploi du temps. Matin. Ne pas lire. Ne pas écrire plus de 2 lettres et 2 pages du journal. Se lever à 11 heures au plus tard. Faire sa chambre et sa toilette. Au repas, manger. Après-midi, sortir marcher au moins 1 heure. Travailler manuellement. Écouter de la musique apaisante. Ne pas lire. Ne pas discuter politique. Ne pas penser à la guerre ni à ses ennuis personnels. Le soir, ne pas lire, ne pas se calfeutrer ni se couvrir pour la nuit, ne pas toujours être persuadé qu'on va prendre mal. Essayer de vivre d'une vie normale.